Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël, nous sommes la semaine du 15 août et je suis le dernier survivant, le dernier travailleur de l'équipe. Ils sont tous partis en vacances et ils ont amené avec eux leur micro, ce qui explique la qualité de mon son qui n'est pas optimale. J'espère que ça ira quand même pour cet épisode. Donc vous l'aurez compris, c'est un run tout seul dans lequel je me lance. Nous sommes en semaine canadienne, il y a eu NXT TakeOver, il y a eu SummerSlam, ça c'est déjà fait par mes camarades, et on me laisse le morceau des Weekly, donc on va parler de Raw et de SmackDown, qui ont fini donc cette grosse session de 4 jours à Toronto, Ontario, Canada. Eh bien, allons-y, hein, c'est un segment tout seul, donc je vais pouvoir donner mon avis sans risquer d'être interrompu, ou plutôt sans être obligé d'interrompre les Giscales ou les Chris quand ils partent dans leur divagation. Au moins ici, pas de clash, je vais pouvoir dire mon opinion sur les événements derniers. On va commencer par Raw, Raw de ce lundi soir. Post-SummerSlam, il s'est passé beaucoup de choses à SummerSlam, vous l'avez vu sûrement. Et le plus gros de tous les événements, c'est évidemment la nouvelle perte de titre de Brock Lesnar qui a enfin trouvé un adversaire à sa taille, en la personne de Seth freaking Rollins, donc Burn It Down. On commencera par le nouveau champion universel qui remercie surtout le public de l'avoir poussé jusqu'au bout, de l'avoir encouragé à aller plus loin qu'il n'était jamais allé. Mais Seth Rollins n'a pas de répit, on n'a pas de repos quand on est un champion universel. Seth Rollins est interrompu par le club The OC, AJ Styles et les Good Brothers Gallows et Anderson qui arrivent. Et AJ Styles qui explique à Seth Rollins, t'as plus rien à craindre de Brock Lesnar, mais là, maintenant t'as à craindre de nous, on est des vrais champions, on veut te prouver ce que c'est qu'un vrai champion, donc on te propose un match, un défi ce soir, défi évidemment accepté par Seth Rollins. Donc on a déjà booké notre main event, un petit clash de champions, pas mal, c'est une bonne idée j'ai trouvé pour enchaîner de suite après la grosse perf de dimanche. Sans avoir besoin, ça m'énerve toujours de booker le prochain pay-per-view le lendemain du pay-per-view passé. Vous savez, comme on a eu pour Extreme Rules, là, on avait su qu'il y aurait le match entre Corbin et Lacey Evans contre Becky Lynch et Rollins le lendemain du pay-per-view d'avant, dont je me souviens plus le nom maintenant, j'ai un peu de mal dans ma chronologie. Enfin bref, ouais, vous comprenez le truc. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de construction des number one contenders. Là, c'est pas un match pour les titres, c'est champion contre champion, ça va être une belle affiche de gala. C'est aussi l'avis des Street Profits qui sont encore en coulisses. Eux, ils sont infatigables ce week-end. Il y en a un des deux qui est un petit peu fatigué quand même, mais ils nous font revivre un peu SummerSlam. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il y a certains de mes collègues qui aiment pas trop leur présence en tant que non-catcheur dans les coulisses. Moi, j'apprécie assez. On sent qu'ils vont être très à l'aise au micro. On construit un peu des personnages. Ils sont avec leur ceinture, ce qui fait beaucoup de bien, je trouve, par rapport à d'autres comme les Viking Riders qui ont jamais été cités comme anciens champions NXT ou même les Authors of Pain. Bon, bref. Les Street Profits sont tout à leur joie et ils sont interrompus par Sami Zayn qui leur dit en gros que ici, tout le monde finit par être pourri par le public. Bon, il finit par critiquer même, il en cite plusieurs, un Seth Rollins qui est devenu ridicule avec son Burn It Down, Becky Lynch aussi. Et par contre, il se met à dire du mal de Samoa Joe qui était juste derrière lui. C'est vraiment pas de bol. Du coup, Samoa Joe lui dit allez viens, je t'attends, on va régler ça sur le ring. Le match est booké et le match est très rapide. Sami Zayn est très rapidement pris dans la coquine à clutch. C'est un squash, il faut dire ce qui est. C'était pas vraiment ça l'intérêt du match. A priori, l'intérêt c'était de faire parler Samoa Joe qui a pris le micro pour nous dire que toute cette histoire autour de Roman Reigns qui a été attaqué et où il a été suspecté, il en a gros sur la patate. Il en a gros Samoa Joe et il dit qu'il en voudra toujours aux fans de l'avoir injustement soupçonné. Que puis-je en penser, Raphaël? Eh bien, écoute, Raphaël, je vais te donner mon avis. J'étais assez étonné du traitement de Sami Zayn. Je sais que vous êtes plusieurs parmi vous, les auditeurs, à être un peu interloqués. On ne sait pas trop où il va avec cette gimmick de Critics of the Critics, d'éternel troll envers la WWE et les fans. Ça marchait pas mal au début, je trouvais.
et là, ça stagne un peu, quoi. Donc, il faut à un moment donné que Zayn, soit s'il est si malheureux, il s'en va, soit qu'il fasse chier encore plus les fans en obtenant des victoires, mais là, c'est trop souvent qu'il dit des méchancetés, et puis bah de suite, il se fait taper, quoi, hein. Puis voilà. J'étais un peu étonné de voir ce match parce que pour moi, c'était un heel contre heel. Je me demandais si Samoa Joe était pas au bord d'un face turn, hein, le côté injustement accusé, etc. Et puis bah non, sa promo micro, clairement, hein, il dit qu'en gros, il emmerde tout le monde. Ça va rester le bon gros méchant Samoa Joe. En parlant de personnages qui en ont marre de la WWE, ben il y a Sami Zayn et puis il y a aussi Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, il a perdu et il a bien mangé contre Goldberg. Bon, ce match de SummerSlam, moi, ça m'a pas trop emballé. C'était exactement ce que j'attendais et ce que je craignais, hein. Un squash, de toute façon, Goldberg, en général, il fait 2-3 minutes et il fait 2 prises. Bon, là, il affronte le Miz. Il essaye de faire croire au Miz qu'il est trop blessé pour combattre et puis ça lui permet de l'attaquer par derrière. Mais le match a lieu et ben, Ziggler ne peut pas faire grand-chose. Le Miz est en pleine forme. Il le fait même tap out dans un figure four. Dolph abandonne. Le Miz s'en va, mais Ziggler en redemande à nouveau. Il prend le micro et il dit au Miz un truc du genre ouais, t'es même pas le meilleur catcheur de ta famille, c'est Maryse. Et donc le Miz revient et lui place un skull crushing finale. Difficile dans l'état actuel des choses de dire ce que ça va donner. Ça fait très Calice jusqu'à Lali pour Dolph Ziggler. Alors est-ce que c'est la dernière fois qu'on le voyait avant une nouvelle pause? Ça y ressemble. Est-ce qu'on va continuer cette feud contre le Miz? J'ai pas trop l'impression. J'ai l'impression que le Miz aussi, il a plutôt envie de catcher de manière aléatoire, ponctuelle. Mais à voir. En tout cas, Ziggler, sale semaine. Moi, ça m'attriste un petit peu puisque j'aime bien le bonhomme et je préfère le voir gagner. Mais bon, il a cette gimmick là de mec qui n'en peut plus, qui est insupportable, qui n'accepte même pas la défaite quand elle est là. À voir si ça donne encore quelque chose. Pendant ce temps-là, nous sommes en coulisses. Becky Lynch est toujours la championne. Elle a battu Natalia donc, et elle prend le micro de Charlie Caron peut-être, ou je sais plus quelle annonceuse, pour claquer une petite promo face caméra, pas dégueulasse, en nous disant en gros bah voilà, venez me chercher, hein, votre seule solution pour réussir à m'avoir, c'est m'avoir avant que moi je vous ai. Donc défi ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de challengeuse qui sort du lot. Lacey Evans a disparu. Qui donc ira chercher Becky Lynch? C'est la bonne question. Sur le ring, c'est Elias qui est là. Il veut chanter, il espère ne pas être interrompu, mais il est interrompu évidemment par Ricochet, le jeune prodige de la WWE, décrié par Giscal, adoré par Chris. Moi, je suis plutôt team Chris, j'aime bien Ricochet. Et ben, on nous book un match entre les deux qui est assez court et bah, situation bizarre, alors que Ricochet tente un tombé en se mettant à genoux sur les épaules de son adversaire. L'arbitre compte le tombé de 3 alors que Elias a vraisemblablement, visiblement et évidemment une épaule décollée. Donc très grosse erreur d'arbitrage. Moi je serais d'avis de virer un incompétent pareil. Toujours pas d'assistance vidéo. Est-ce que c'est une erreur entre les deux ou est-ce que c'est plutôt pour alimenter une storyline et une revanche? Ça a l'air d'être plutôt parti pour ça. Elias Ricochet, ma foi, ça peut faire une bonne feud, hein. Il y en a un qui a un style violent, l'autre qui est plutôt virevoltant. Ça peut faire quelques matchs sympathiques. Ça occupe Elias qui retrouve un petit peu de mordant. Et puis Ricochet, bah, voilà, il fait ses gammes, hein. Il a été un court champion US, tout à fait ce qu'il fallait pour attirer un peu la hit autour de AJ Styles. Il va se reconstruire, il va continuer, hein. On a confiance en lui pour l'avenir. L'avenir, on y est. Un autre qui représente l'avenir pour beaucoup, c'est Andrade, ex Cien Almas, affrontant Rey Mysterio pour la très souventième fois ces temps-ci. Là, ce coup-ci, on est dans un 2 out of 3 falls match, donc le but c'est un peu de sceller leur rivalité, même s'ils ont déjà eu un affrontement de ce type il n'y a pas si longtemps de mémoire, hein. Et là, et ben, Andrade sort le grand jeu. Au début, il tente un tombé qui est bien aidé par Zelina pour appuyer un petit peu le poids sur les cordes.
et il obtient le premier point, donc 1-0 pour Andrade. Rey Mysterio se refait un petit peu la cerise, il place un super Huracan Rana depuis l'arête du ring et qui fait tomber Andrade à l'extérieur. Bon, c'est un joli match. Rey Mysterio tente plusieurs fois le 619, il échoue. Et au moment où il réussit un 619, pardon. Et par contre, quand il tente son splash qui en suit, il est contré par Andrade qui a le réflexe de sortir les genoux. DDT ensuite, Hammerlock DDT. Incroyable, ça arrive rarement à la WWE. 2 out of 3 falls, on finit sur un 2-0. Et Rey Mysterio, on le verra un peu plus tard en coulisses, nous dire à quel point il est déprimé et qu'il est temps qu'il retourne auprès de sa famille. Donc voilà, petit run fini pour Rey Mysterio, peut-être un petit repos pendant quelques semaines. Ma foi, là je trouve qu'on s'en sort très bien dans cette rivalité. Les deux ont été prestigieux. Rey Mysterio, il a été assez énorme ces dernières semaines. Il a fait des gros matchs contre beaucoup de catcheurs. Et là, Andrade sort costaud comme tout. Donc, on est pas mal, hein, on est pas mal. Très court et inintéressant interlude avec Stone Cold Skype Austin. Ouais, Michael Cole parle à Stone Cold sur Skype. Et ça dit pas grand chose à part de nous vanter le talk show de Steve Austin qui aura lieu après Monday Night Raw. On est en train de sceller pas mal de rivalités. Drew McIntyre a un match contre Cedric Alexander. Voilà, on sait qu'il y a eu une feud depuis plusieurs semaines. Un match qu'on pouvait soupçonner à SummerSlam. Mais finalement, c'est très bien qu'il l'ait mis à Raw parce qu'ils ont laissé du temps d'antenne et ça n'a pas du tout été un squash. Ça a été même un bon gros match, très disputé, spectaculaire et qui finit sur un énorme, mais alors énorme Claymore kick. Cedric Alexander, il fait 3 fois le tour de la Terre et il perd. Il perd, mais c'est normal. Drew McIntyre est trop costaud, il est trop fort, il est trop impressionnant, mais le petit 205 n'a pas démérité. Donc, belle perf. Voilà, un nouveau catcheur de 205 qui est à peu près lancé dans le grand bain, Mustafa Ali. À voir ce que ça donne pour la suite, pour Alexander. Je suis pas un très grand fan, en tout cas, on sait niveau charisme que c'est un peu le Apollo Crews level. D'ailleurs, tiens, ça pourrait faire une tag team, la tag team de l'absence de personnalité, Apollo Crews, Cedric Alexander. Et ça redonne des couleurs à Drew McIntyre qui a été un peu en dessous ces derniers temps. Drew, ça fait plus d'un an et demi qu'il est revenu à la WWE, là. Et un début avec Ziggler, il était tag team dominante. Ensuite, il a été l'ami de Shane. Là, on a l'impression qu'il a plus beaucoup d'ambition. Il y a quand même pas mal de titres auxquels il pourrait s'intéresser, pas mal de feuds un peu plus prestigieuses. Là, c'est bon. Il a tourné la page, il a fait d'une superbe manière. Donc, voilà, il reste à enchaîner. Vas-y, continue, Drew. On approche de la fin. Tiens, court segment Jobber's World qui sort un petit peu de nulle part. Robert Roode affronte No Way José et gagne le match rapidement. On peut s'attendre à des interventions ou autre chose. Non. Voilà. Bobby Roode, enfin l'ex Bobby Roode bat No Way José et on passe à la suite. La suite, Revival affronte la Lucha House Party, un affrontement qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, pour remettre un petit peu la scène tag team en avant. Bon, c'est raté pour cette fois-ci, c'est pas la scène tag team qui est mise en avant, c'est la scène 24/7. Puisque au milieu de nulle part, au milieu du match, R-Truth et Carmella surgissent sur le ring. C'est vrai que quand on est poursuivi, c'est le meilleur endroit pour aller. Et là, c'est brawl général, hein. Tout le monde se met sur la gueule, tout le monde essaye de récupérer la ceinture. Évidemment, il y a tous les jobbers de d'habitude, hein. Il y a Titus O'Neil, il y a Drake Maverick, etc. Ce qui se passe, c'est que le Revival réussit à passer un Shutter Machine à R-Truth et à faire le tomber tous les deux. Donc ils sont co-champions 24/7. C'est la première fois que ça arrive. Ça n'a pas duré très longtemps puisque Kalisto place une Salida del Sol sur Dawson de mémoire. Bon, le bordel continue, c'est le brawl ambiant et c'est Carmella qui en profite pour glisser R-Truth encore inanimé sur le corps du champion. Et 1, 2, 3, R-Truth retrouve son titre 24/7. Il retrouve aussi ses esprits. Il comprend pas trop comment il a fait pour devenir champion, mais il est content. On s'enfuit à l'extérieur du ring. Donc ça repart pour la séquence Benny Hill. R-Truth et Carmella sont contents. Ils font une petite danse de célébration dans les vestiaires. Mais Elias passait par là avec sa guitare.
Un arbitre aussi passé par là, ça tombe vachement bien quand même. Et vous avez compris, en un coup de guitare dans le dos et en quelques secondes, Elias devient triple champion 24-7. Donc il est pas venu pour rien finalement, hein, il a été un peu floué par Ricochet, mais voilà. On le retrouve, c'est pas mal. Je pense on pourrait débattre longtemps du titre 24-7 et je vais pas faire ça tout seul. Là, j'aime plutôt bien parce que heu, ça remet le côté, tout le monde le veut, quoi. Qui était pas forcément le cas ces dernières semaines où c'était vraiment très autour de R-Truth et Drake Maverick. Bon, il y a eu un peu la famille Kanellis, mais là, j'aime bien qu'on retrouve Elias qui est quand même un niveau un peu supérieur sur la carte, en tant que champion et en tant que voulant le titre. Ça donne un petit peu de prestige. Et puis, bon, sinon c'était rigolo d'avoir les revivals. J'aime assez, moi je trouve qu'ils sont plutôt bien considérés par la WWE. On leur a donné un titre de champion, on leur donne des matchs et surtout on les voit partout, quoi. Les revivals, un coup ils sont avec Shane en tant qu'associé, en tant que sidekicks. Là, ils font du comedy wrestling autour du 24/7. Ils sont un peu capables de tout faire, ces mecs-là. Chapeau à eux. Petite pause hydratation. Que nous reste-t-il comme segment? On croise Paul Heyman en coulisses et il est très vénère pour nous dire qu'en gros, il y aura pas de rematch pour Lesnar face à Seth Rollins. Donc la question est réglée. Heu, Est-ce qu'on va revoir Brock Lesnar prochainement? A priori non. Comment peut-il rebondir de ça? Hem, c'est une grande question, c'est une grande question, moi je revois beaucoup le parcours de Lesnar depuis qu'il est revenu en tant que Beast, il y a quelques années, ça doit faire 6 ans maintenant ou 7 ans même, quand il affrontait John Cena d'abord, puis Triple H. Pendant un long moment, il était complètement déconnecté des ceintures, hein, c'était vraiment le Minotaur, le mercenaire qui venait pour casser des gueules. Et là, ça fait quand même très longtemps, qu'il a juste fait ça, hein, qu'il a été champion du monde, champion universel, participant à des Royal Rumble ou alors, affronté voilà pour le Money in the Bank. Là, s'il s'éloigne d'une ceinture, bon, il reste toujours planant un peu au-dessus, l'hypothèse qu'il se tourne vers, Kofi Kingston un jour, mais là, dans les médias, qui pourra lui proposer un challenge? Pour le moment, je ne vois pas, donc un petit peu de répit pour Brock Lesnar sûrement, pendant quelques semaines. Je crois que nous arrivons au main event. Ah non, bah non, nous arrivons au très gros segment de cette semaine. J'avais oublié. Natalya arrive sur le ring. Elle est en pleurs, Natalya. Elle est très triste parce qu'elle a affronté Becky Lynch, elle a perdu, elle a mal à l'épaule. Et puis c'est aussi l'anniversaire de la mort de son père. Très, très émue, Natalya, mais un peu le public, c'est un peu saoulant comme segment. Et tout d'un coup, oh my god, la grosse pop, le gros retour post pay-per-view du Big Four. Sasha Banks débarque. The boss is here. On l'avait pas vu depuis plusieurs mois, hein. C'était au tout début c'était quand elle était la première championne tag team féminine avec Bayley, donc ça date d'avant WrestleMania. C'est très très, ça commence à être très très ancien. On sait qu'il y a eu des tensions en coulisses, etc. Mais la revoilà. Elle commence par faire un petit câlin à Natalya. Elle fait semblant de prendre un micro et là, elle révèle sa vraie nature. Un gros pain dans la gueule de la Canadienne. Et oh my god, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève ses cheveux. En fait, Sasha Banks avait une perruque de cheveux violets, comme on la connaissait, et elle a les cheveux bleus en dessous. C'est incroyable, et ça traduit bien son changement de personnalité. Sasha Banks démonte Natalya, elle lui pète l'épaule contre les escaliers et tout. Alors là où c'est un petit peu gênant, c'est que le segment de Natalya au micro était larmoyant et gonflant au possible. Donc la foule exulte. On est au Canada et pourtant la foule dit merci Sacha. En gros, tu as bien mérité Natalya. Donc c'est un peu gênant. Becky Lynch surgit pour aider son amie, hein, quand même, elle se respecte, la Canadienne et l'Irlandaise. Mais Sasha Banks est plus forte et réussit aussi à détruire la championne. Donc la boss est dans la place. Elle a l'air visiblement d'être partie pour s'intéresser au titre de Becky Lynch. Ça, c'est évidemment pas fait pour me déplaire. C'est une très très bonne annonce. D'ailleurs, le public a adoré. C'est juste ça qui est problématique. On verra ce que ça donne dans les semaines à venir. Mais Sasha Banks, elle a quand même un fort capital sympathie, hein, auprès de la WWE, auprès des fans. Elle est vue comme une excellente catcheuse, comme un pilier un petit peu de la division.
Là, il nous joue un retour heel, ce qui est très bien, hein, parce qu'elle était en face, elle était pas terrible, elle était un peu chiante. Mais là, ça fait un peu penser au segment d'il y a 1 an, Becky Lynch, qui devient The Man. C'est que la foule préfère largement Sasha Banks à Natalya, il y a pas à chier là-dessus et donc du coup, on est très content de voir Natalya se faire marcher sur la gueule par une meuf qu'on n'a pas vue en plus depuis 6 mois et qui fait son gros retour et ça pop. Donc le côté, heel a moyennement marché. Bon après ils ont encore, plusieurs semaines et des mois pour la construire en vraie méchante, mais il va falloir y aller, il va falloir trouver des vrais actes, des vrais actes de connasse parce que là ça si c'est juste ça, ça nous fait kiffer quoi. C'est le côté compétitrice à fond, destructrice de Sasha Banks. Bon et puis le côté, changement de perruque, c'était vaguement rigolo, c'était un peu basique, hein. C'est: «Oh my god, elle a plus les cheveux violets, maintenant elle a les cheveux» c'est la même, mais bon voilà. Sasha Banks maintenant elle aura les cheveux bleus, vous le saurez. Je vous passe le passage des Viking Riders qui ont squatché des locaux comme d'hab. Par contre, il y a un match pour une ceinture, c'est, le match pour la ceinture, féminine tag team. Les nouvelles championnes Alexa Bliss et Nikki Cross, elles ont pris leur titre la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Elles l'ont défendu dimanche en weekly, au pay-per-view en kick-off. Et là, elles le redéfendent contre les Kabuki Warriors, l'équipe des japonaises, sans leur manager Paige qui nous envoie une petite vidéo en nous disant qu'elle se fait opérer, elle a une nouvelle opération de la nuque. On croise les doigts pour elle. Si seulement elle pouvait nous faire une Daniel Bryan et revenir catcher, moi je serais le plus heureux des hommes, vous en doutez bien. En tout cas, on a un match violemment disputé et plutôt sympathique entre deux styles très différents. C'est délicat, hein, c'est délicat parce que Alexa Bliss est une très bonne actrice, une très bonne interprète, mais elle n'a pas un gros catch. Nikki Cross se débrouille, mais c'est vrai que les deux japonaises paraissent largement supérieures, mais on arrive à scénariser un match où tout le monde fait jeu égal. Il y a pas mal de violence. À un moment donné, Asuka essaye de donner un kick à Alexa Bliss à l'extérieur du ring, mais la petite se baisse et la japonaise se prend le pied sur le poteau, ça fait mal pour elle. Et au final, les championnes conservent leur titre. Donc, on est en train de construire une belle équipe là, qui a l'air de bien marcher. On a un Twisted Bliss pour finir. C'est sympa. Voilà, moi j'en redemande là, cette feud, ça m'intéresse. J'aimerais bien les revoir, ces 4 femmes, s'affronter un petit peu plus, ouais. Quant au main event, malheureusement, Seth Rollins contre AJ Styles, la très belle affiche est largement écourtée puisque on a des interventions, des distractions de la part de Gallows et Anderson. Ils finissent tous les 2 par être exclus par l'arbitre, sauf qu'en fait, ils s'en vont pas, ils attaquent. Ils attaquent et du coup, disqualification. Ça n'a pas duré très longtemps, disqualification. Le club, le OC, se met à 3 contre 1 sur Seth Rollins. Ricochet arrive pour aider, mais à 2 contre 3, ça suffit pas. Sauf que tout d'un coup, une voix caverneuse retentit. Braun Strowman arrive et à lui tout seul, il démonte Gallows, Anderson et AJ Styles. Il va récupérer la ceinture de champion universel et il l'attend à Seth Rollins tout en la regardant avec beaucoup d'attention. Mais il reste loyal. Seth Rollins a l'air de se méfier, mais il reste loyal. Donc on finit Monday Night Raw avec ces 3 hommes, 3 styles différents, hein. Le petit Ricochet, le Seth Rollins et Braun Strowman. Bien, une sorte de nouveau Shield, je sais pas trop, ce qu'on peut attendre. Est-ce qu'on va vers une guerre des clans? Ça pourrait présager des choses pour les Survivor Series, mais c'est bien loin encore les Survivor Series. Heu, difficile à dire. Moi, je suis assez étonné, j'ai été assez étonné de ce SummerSlam au niveau de l'affiche, hein. C'est vrai qu'on a eu un SummerSlam, sans Drew McIntyre, sans Roman Reigns, sans Braun Strowman, sans Samoa Joe et Braun, on sait pas trop ce qu'il fait, quoi. Et là, le revoilà, voilà. Et c'est ça qui est très fort avec Strowman et qui est rassurant quelque part, c'est que quand sa musique a retenti, toute la foule était à fond, quoi. Donc c'est un mec qui perd pas du tout son aura et c'est pas plus mal finalement de pas le faire apparaître plutôt que de le faire apparaître pour rien faire. Hem, Ça paraît difficile de l'envoyer contre, Seth Rollins directement, mais s'il navigue un peu dans ces eaux-là, s'il peut affronter AJ Styles aussi, pourquoi pas, pour le titre, US. Il va falloir faire quelque chose de ce géant, hyper populaire, même si on sait qu'il a un physique,
fragile malgré son apparence, qu'il a eu quelques soucis déjà. C'était un Monday Night Raw post SummerSlam, pas énormément de surprises, mais voilà, il suffit d'une grosse annonce. Sasha Banks est de retour, c'est la grosse nouvelle du week-end. Autour de ça, bon, des petits segments, voilà, pour ceux qui n'avaient pas eu de match à SummerSlam, on a vu Samoa Joe, on a vu Andrade Mysterio, Drew McIntyre, voilà, il y a des bons mecs, hein, moi je suis content. Il y a voilà, Andrade mis en valeur, Drew McIntyre mis en valeur, Cedric Alexander aussi. Les Revival ont fait coucou, Sasha Banks est là. Non, un bon Monday Night Raw, on peut dire ça, et on va passer gentiment à SmackDown, le temps que je respire, mais un Monday Night Raw plutôt agréable. Et nous sommes mardi, et nous passons à SmackDown. SmackDown à Toronto, le show bleu. Le show rouge était ouvert par Seth Rollins. Le show bleu a été ouvert par Kevin Owens. Donc c'est pas le champion, mais c'est l'autre big babyface du moment. En plus, il est chez lui au Canada. Il est très content d'avoir battu, Shane McMahon. Mais Shane McMahon arrive, et évidemment, c'est comme la peste et le choléra, on s'en débarrasse pas comme ça. Shane nous rappelle que Owens a tapé Elias lors du pay-per-view. Il lui a mis un coup de pied dans les couilles aussi à Shane, donc il est un peu dégoûté. Shane, il dit ça, c'est pas fair play. Puis t'as tapé Elias qui avait un maillot d'arbitre, donc tu auras une amende de 100 000 $. Et puis ce soir, je vais te trouver un match. Ouais, hein. Moi, je suis toujours, j'en ai marre en fait de Shane comme tout le monde, je pense. Je suis vraiment très, je dirais pas déçu, mais étonné de ce match à SummerSlam parce que Shane, depuis des mois, depuis qu'il a fait son heel turn, il avait vraiment ce statut de, c'est le connard suprême qui arrive toujours à s'en sortir. Donc, contre le Miz, il a toujours réussi à s'en sortir. Contre Roman Reigns, il avait réussi à s'en sortir. Bon, il avait perdu parce qu'il y a l'Undertaker, mais c'est l'Undertaker. Puis là, à SummerSlam, en 10 minutes, bah, il se fait complètement dominer, quoi. Il a jamais eu, on n'a jamais cru que Shane allait gagner ce match, donc c'est assez bizarre. Et là, il se venge. Bon, les amendes, on n'y croit pas, donc personne n'y croit, donc c'est pas terrible, je trouve. C'est une drôle de choix de booking. Enfin, en tout cas, voilà. Shane McMahon veut donner un match à Kevin Owens, et plus tard dans les coulisses, il croisera Samoa Joe, hein, qui était à Raw et qui est à SmackDown. Hein, on n'oublie pas Wildcard Rules. Donc il lui dit, bah ok, tu vas affronter Kevin Owens. On verra ça un petit peu plus tard. Auparavant, Charlotte, qui a battu Trish Stratus, affronte Ember Moon, qui a perdu contre Bayley. Donc du coup, la logique, c'est Charlotte qui bat Ember Moon avec un figure 8. Un match, ma foi, assez court, de bonne qualité, mais assez court. Plus grand chose à en dire. Et c'est vrai qu'Ember Moon, ça ne marche pas tout à fait, quoi. Elle est devenue challengeuse comme ça, en claquant des doigts. Bon, elle a reperdu ce statut-là. Je sais pas trop quoi en faire, mais pourtant elle est talentueuse, mais on sent qu'elle est à la marche en dessous quand même, hein. La grosse affaire en ce moment, hein, c'est toujours l'affaire Roman Reigns, hein. Qui a agressé Roman Reigns? On sait que Buddy Murphy, qui a été torturé par Roman Reigns, a lâché le nom d'Eric Rowan, qui s'est vengé à SummerSlam en détruisant l'ex-champion 205. Là, c'est Daniel Bryan qui se mêle à l'affaire et il défend Eric Rowan, et il dit en gros ce que je viens de dire, comment on peut croire un gars qui est torturé, forcément, il dit on n'en veut pas à Buddy Murphy, hein. Si vous-même vous aviez la gueule tordue par Roman Reigns, vous lâcheriez un nom. Et je dois bien avouer que moi aussi j'aurais lâché un nom. J'aurais peut-être pas lâché Rowan, j'aurais peut-être dit Giscal, c'est Giscal qui a fait le coup. Juste pour voir Giscal tabassé par son idole Roman Reigns. Je pense que ça aurait été une super storyline. Bon, c'est pas cet angle qui a été choisi par les bookers, mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà, Ryan, il dit à l'époque, là, avec les tweets, avec Internet, dès que quelqu'un dit un mensonge, ça devient vite une vérité, mais on va rétablir la vérité. Le temps qu'ils rétablissent la vérité, et on va avoir la petite grotte de Aleister Black, qui est encore en train de nous dire qu'il attend qu'on frappe à sa porte. Honnêtement, j'aimais bien au début, là, on comprend plus, quoi. Aleister Black, c'est censé être un des meilleurs catcheurs au monde. Ça l'est, très certainement. Il donne des très gros matchs, mais pour rien. Voilà, pas d'ambition, juste le plaisir esthétique. Ma foi, pourquoi pas pour le début. Il a battu Cesaro, il a battu Sami Zayn. Aleister Black, il faut que tu ailles chercher des gens, là. Il faut que tu ailles chercher des gens.
J'aimerais bien que tu ailles chercher Aya Nakamura, là, s'il te plaît. J'aimerais bien que tu... je sais pas, il y a tellement de gens. Tu peux affronter Samoa Joe, tu peux affronter Elias, tu peux affronter Daniel Bryan, Rowan, mais faut faire un truc, quoi. Ou alors, ils ont un grand projet pour lui, qui va s'étaler plusieurs mois, petit à petit, tout ça. C'était très bien avec Cesaro, là, quand Cesaro est arrivé en mode... là, on va faire du vrai catch, mais c'est passé. Donc, voilà. Aleister Black, on attend mieux, hein. On a un match entre Roman Reigns et Buddy Murphy. Alors Buddy Murphy, lui, le pauvre, il a tout gagné, hein. En gros, il a été torturé par Reigns, il a été tabassé par Rowan. C'est ce qui arrive aux traîtres, hein, c'est ce qui arrive aux lâches. On s'attend à ce qu'il se fasse démonter par Roman Reigns. Eh ben, figurez-vous que absolument pas. Il fait un superbe match, Buddy Murphy. C'est son premier match à SmackDown, c'est son premier match hors 205. Et ben là, banco, moi je dis mission réussie. Je sais pas exactement la durée du match, mais c'était long. Buddy Murphy a été excellent. Il a été dominant. Il a donné des kicks dans la gueule des genoux dans la gueule de Roman Reigns. Il a tout fait. Il a évité des spears. Ouais, un énorme match gagné par Roman Reigns, évidemment quand même. Mais quand il se relève, Roman Reigns, il regarde Buddy Murphy et clairement on sent le respect, on sent l'admiration. Donc là, mission accomplie. Je pense que c'est un match qui peut faire date s'ils s'en sortent bien, s'ils écrivent bien Buddy Murphy derrière. Belle performance, ouais, très belle performance. Je vous conseille, c'est le match qu'il faut regarder cette semaine de Weekly si vous n'en avez pas d'autres à voir. Parce qu'il ne faut pas regarder par exemple Samoa Joe versus Kevin Owens qui arrive dans la foulée, parce que Elias est choisi comme guest enforcer. Elias qui est champion 24/7, mais la stipulation est bloquée pendant une journée par Shane. Et en gros, Elias il compte très vite un roll-up, 1, 2, 3, et Samoa Joe repart gagnant. Owens paraît très 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 énervé. Honnêtement, Kevin, on s'en fout, quoi. Tu t'es fait un peu avoir, t'as même pas. C'est ça que j'ai trouvé bizarre, c'est que Shane McMahon veut a priori humilier Owens, il veut le détruire. Et finalement, tout ce qu'il fait, c'est un petit paquet tombé rapide, 1, 2, 3. Bon, on sait qu'on est dans le catch et que personne n'aime perdre, mais bon, voilà, Kevin Owens, il part pas en civière, il part en pleine possession de ses moyens. Il s'est fait arnaquer, mais tout le monde a compris que c'était injuste. Bon, il n'y a pas de raison d'être. Si c'est ça la vengeance de Shane, honnêtement, ça va, quoi. Honnêtement, ça va. Par contre, le pauvre Buddy Murphy, ça va pas, hein. Il a fait un très gros match, mais Rowan et Daniel Bryan arrivent en coulisses. Il le menace. Daniel Bryan est effrayant. Il lui dit: dis-nous que t'as menti en accusant Rowan. Dis-nous. Buddy Murphy veut pas le dire, donc il se fait tabasser. Il se fait torturer. Il finit par dire: ok, j'ai menti, c'est vrai. Bon, honnêtement, se faire tabasser par Rowan, tout le monde aurait dit la même chose, hein. Là, la logique de Daniel Bryan, elle ne marche que dans un sens. Mais comme c'est un gros salaud, Daniel Bryan, il finit par dire: ok, ouais, j'aime pas trop les menteurs. Et Buddy Murphy se fait à nouveau passer à tabac. Difficile semaine pour l'ancien champion 205, mais il est là et honnêtement, c'est un des personnages importants de ce SmackDown de cette semaine. On arrive au main event. Le main event, c'est les New Day qui affrontent The Revival. Donc une belle affiche tag team, mais il y a Kofi Kingston qui vient aider ses boys et Orton surgit en disant: eh ben Kofi, tu m'as déçu à SummerSlam, t'as raté l'occasion de me battre devant toute ta famille et de faire une grosse perf, t'as fui en fait puisqu'il y a eu double décompte à l'extérieur, t'as fui tes responsabilités. Ce que je te propose, allez, toi et moi, on s'ajoute dans le tag team match de ce soir. Et allez, c'est booké, on a un 3 contre 3. Un main event du gros calibre, hein, New Day au complet contre Revival et Orton. Une belle perf, ça fait plaisir de voir les Revival. C'est ce que je disais il y a quelques minutes, hein, ils sont partout les mecs finalement, ils sont vachement bien mis en avant, hein. Et là ils sont dans le main event et vous allez pas me croire, il y a quand même Randy Orton et Kofi Kingston dans ce match. Et le finish, c'est les deux du Revival qui placent leur Shutter Machine sur Xavier Woods et qui gagnent clean, donc victoire des Revival, pour lesquels on s'attend à un title shot maintenant. Mais c'est pas fini. Orton, lui, il s'amuse à placer un RKO à tout le New Day, en gros. Alors, pas les 3 d'affilée, évidemment, ça serait un peu compliqué, mais les uns après les autres. Et il marque clairement son envie d'avoir son rematch, hein, pour le titre de championnat du monde. Donc là, ça sent bien la revanche à Clash of Champions. C'est pas encore booké, mais c'est vrai que ce match à SummerSlam, ça a donné un drôle de goût d'inachevé. Moi, je suis chaud pour revoir une revanche et
et pour voir Orton, même si le match a été moyen, donc je sais pas trop si j'espère qu'ils sauront faire mieux. Toujours est-il qu'Orton apparaît vraiment comme un bon heel, et comme la plus grosse menace pour le titre de Kofi Kingston de ces derniers mois. On finit pas là-dessus le segment parce qu'en coulisses, on voit Roman Reigns aller voir Daniel Bryan et Eric Rowan. Ah, Daniel Bryan est tout sourire et dit: «Ah bah voilà, on t'attendait». Bah ouais, c'est vrai que c'est interposé, c'est pas terrible, autant c'est parler face à face. Alors Daniel Bryan il dit: «Bah écoute, on aimerait bien des excuses». On sent que Roman Reigns il est pas convaincu, il est pas sûr encore qu'il soit innocent. Alors Daniel Bryan lui dit: «Mais t'inquiète, on a fait nos investigations et donc on a trouvé qui c'était le coupable. Et on va le dire la semaine prochaine». Gros cliffhanger de ouf et on finit SmackDown là-dessus. Et ben, écoutez, mon opinion, c'est on s'en est bien sorti. Autant j'ai été déçu par ce match parce que j'attendais pas mal. Autant là, ces 2 weekly, je vais faire une analyse globale, hein. Ces 2 weekly ont bien rempli leur mission. On a eu des gros matchs, notamment de catcheurs, qu'on n'espérait pas, Cedric Alexander, Buddy Murphy, le Revival. On a eu des annonces, sympas, le retour de Sasha Banks, Daniel Bryan qui retrouve une forme exceptionnelle au micro dans tous ses segments. Quelques absents quand même à noter, pas de Bray Wyatt, pas de The Fiend, pas de Baylor non plus, pas de Aya Nakamura. Tout ça est un peu mystérieux, mais bon, globalement on s'en sort bien. Moi je vais mettre sur cette semaine, parce que je vais faire par semaine, tiens je suis un fou. Je vais mettre sur ces weekly total une note de 3,5 sur 5. Je les ai regardés assez vite, hein, j'ai zappé un peu quelques matchs, mais globalement la qualité était là, pas eu de segment horrible ou chiant. Le top de la semaine, bah, je vais en mettre un par show quand même. Il y a le retour de Sasha Banks évidemment à Raw, et il y a la performance de Buddy Murphy à SmackDown. Et le flop est plus difficile à déterminer. Moi, je mettrais le flop de Raw. Ouais, pas trop quoi mettre. Le flop de Raw va aller à Natalya, du coup, même si c'est le segment de retour de Sasha Banks, parce que c'était une mauvaise idée de vouloir en faire la face qui a encaissé l'arrivée de la heel. C'était raté. Et Natalya, moi, je suis un fort candidat à sa retraite. Et le flop côté SmackDown, on va dire, c'est la façon dont Shane McMahon gère son post-défaite. Un peu pourri, là, cette histoire d'amende et tout. C'était assez décevant. Mais il y a eu une autre grosse annonce cette semaine, que je n'ai pas évoquée pour le moment. C'est le retour du tournoi King of the Ring, tournoi historique de la WWE qui a été gagné par des gens comme Steve Austin, Booker T ou Sheamus, même si le dernier en date c'est Wade Barrett, donc c'était moins prestigieux. Donc ça va être un tournoi à 16 participants qui va s'étaler sur plusieurs weekly et qui va finir a priori à Clash of Champions. Ça va être un gros programme de ces prochaines semaines. On a 8 participants à Raw, 8 participants à SmackDown. Je vous donne la liste. À Raw, donc, on a le Miz, Ricochet, Cedric Alexander et Drew McIntyre, Cesaro, Baron Corbin, Sami Zayn et Samoa Joe. À SmackDown, on a Elias, champion 24/7, Kevin Owens, Chad Gable, Andrade, Shelton Benjamin, Buddy Murphy, Ali et Apollo Crews. Bon, a priori, moi, à première vue, je me suis dit, c'est bizarre, et il y a quelques absents. Je suis un peu déçu de pas voir, par exemple, Finn Balor, Aleister Black, justement. Bon, Rusev, je suis toujours désespéré qu'il soit pas là, mais j'ai abandonné l'idée. Il y a pas Braun Strowman non plus. Mais c'est quand même un beau plateau. Voilà, on a les petits prodiges de 205 quand même, hein. On a Alexander, on a Buddy Murphy et on a Ali, c'est pas dégueu. On a très probablement des très gros matchs à venir avec des gars comme Cesaro ou Andrade. Apollo Crews, ça peut lui permettre de briller. Par contre, voilà, moi ce qui me fait un peu peur, c'est que King of the Ring, souvent ça sert à un heel pour se remettre en forme. Et je suis désespéré de. J'espère que c'est pas une prédiction, que c'est pas un spoiler, que c'est juste une crainte. Pour moi, il y a un nom là qui clignote rouge. C'est le nom d'un mec qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, mais que la WWE met beaucoup trop en avant à mon goût. C'est Baron Corbin. Et King Corbin ou King Baron, je vois ça gros comme une putain de maison et ça me fait chier d'avance. Enfin, ça peut être bien exécuté et tout, mais ouais, si c'est pour lui, ça me fait. Je préférerais tellement que ça soit un vrai talent, un heel, mais un vrai talent, genre Samoa Joe, King Samoa ou Andrade, il serait parfait Andrade, putain, il serait génial. Ou Elias, même Elias, mais voilà.
Ou Drew McIntyre. Oh, putain. Ouais, bon, bref, je vais pas tous les lister, mais en gros, moi, je suis tout sauf Corbin, et du coup, bah, ça va très probablement être Corbin. Mais voilà, ben, on a fini pour ce weekly. J'espère que le son a pas été dégueu, que c'est bien marché. J'espère que ça vous aura plu de m'entendre monologuer. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir pour que je sois pas tout seul à parler. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous attendez de ce King of the Ring? Est-ce que vous avez votre idée sur l'agresseur de Roman Reigns? Alors ça parle un peu sur les forums. Moi j'ai lu vaguement le nom de Sheamus peut-être. Moi j'espère toujours Rousseff. Oui, je suis un obsédé de Rousseff. Je suis un petit peu déçu si c'est pas Eric Rowan et Daniel Bryan pour de vrai, parce que j'aurais trouvé que ça aurait été une belle feud avec Roman Reigns. Et puis bon, en vrai, il se passe plus grand chose, hein. Franchement, Roman Reigns, bon, ok, on l'a attaqué avec une voiture et il y a un projecteur qui est tombé dessus, mais ça fait 2 semaines que plus rien de dangereux ne lui arrive, donc est-ce qu'il peut pas passer l'éponge aussi? Voilà, voilà. Bizarre tout ça. Pas d'affiche bookée pour Clash of Champions, donc vous pouvez pronostiquer, hein. Sasha Banks, est-ce que ça vous plaît son retour? Est-ce que vous voulez l'avoir direct contre Becky Lynch? Bayley était absente, là. Qu'est-ce qui peut lui arriver maintenant à Bayley? Est-ce que Charlotte va pas foncer tout droit pour récupérer cette ceinture encore une fois? Les Revival bien placés, mais la ceinture tag team de Raw, ça semble un peu pourri puisque ben, The Club va le garder longtemps, je pense. Donc versus New Day peut-être. Voilà, allons-y, commentons, et puis n'hésitez pas sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud, sur Spotify, donnez-nous votre avis, donnez-nous vos favoris. D'ici là, voilà, vous pouvez réagir aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, on est Catch-up CDC. Passez de bonnes vacances, si vous y êtes aussi. Giscal, il est au soleil dans une ancienne colonie française. Il y a des petits Africains qui lui agitent des feuilles de palmier au-dessus de la tête. Yerem, avec tous ses enfants, il doit être à Walibi ou à Center Parks. Ringside, je ne sais pas, peut-être qu'il boit de la bière sur une plage de la mer du Nord. Chris, il a dû trouver une porte ouverte dans les bas-fonds d'une cour mexicaine et pour une petite fédé obscure qui fait catcher peut-être des poulets avec des sombreros. Enfin bref, tout le monde en profite de l'été, donc faites de même, mais n'hésitez pas à nous écouter sur la plage puisque vous pouvez nous télécharger. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'été pleine de catch et je vous dis à très bientôt.